Bon ben bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous expliquer la théorie de la section 2.2 du livre de physique XXI, le tome B. Donc, la section 2.2, ça s'appelle le potentiel électrique généré par des particules chargées. Donc, on va voir là certaines équations, principalement les deux premières équations que vous voyez ici. Euh, donc, on est toujours là, dans l'étude là, du chapitre 2, donc au début là, de l'étude du chapitre 2, où on commence à parler là, en fait, on a déjà parlé de l'énergie potentielle électrique qu'on avait vu là, à la section 2.1. Et aujourd'hui, on va parler du potentiel électrique là, et de les relations qui existent entre le potentiel électrique et l'énergie potentielle électrique. Donc, je rappelle que c'est pas la même chose. Le potentiel électrique, c'est la variable V ici, et l'énergie potentielle électrique, c'est la variable U. Donc, c'est pas les mêmes, c'est pas la même chose. Ok. C'est différent. Le potentiel, ça se note en volts, puis l'énergie potentielle, ça se note en joules. Ok. Fait que c'est pas exactement la même chose. Fait qu'on va voir les formules. On va apprendre à les calculer, puis à voir un petit peu comment ça fonctionne. Mais juste pour vous le dire là. Euh, cette section-ci là, qu'on va voir dans le chapitre 2, en fait, l'étude, là, le potentiel électrique et l'énergie potentielle électrique, ça ressemble vraiment beaucoup à ce que vous avez vu là, déjà dans le chapitre 1 avec les forces électriques puis les champs électriques. Si vous regardez les équations, vous allez voir, là, c'est presque, mais c'est pas les mêmes équations, mais ils ont les mêmes formes. Hein. C'est-à-dire que si vous vous rappelez un petit peu ce qu'on a fait dans le chapitre 1, c'est que au tout début là, du chapitre 1, on avait commencé par voir ce qu'on appelle la force électrique, okay, entre deux particules. On avait commencé comme ça, on avait dit quand vous avez deux particules, Q1 et Q2, qui sont situées à une certaine distance R l'une de l'autre, il va y avoir une certaine force électrique qui va y avoir entre les deux, et on avait une formule pour nous calculer le module de la force électrique. On a commencé comme ça, puis après ça, on avait généralisé, puis on avait dit, dans le fond, ce qui arrive, c'est que chaque particule produit des champs électriques autour d'elle, et les particules positives qui font des lignes de champ qui sortent d'elle, les particules négatives produisent des lignes de champ qui se dirigent vers elle. Et fait ça, on avait dit chaque particule produit du champ électrique autour d'elle. Et ensuite, ce qu'on avait dit, c'est que si vous prenez une particule qui a une charge Q, puis vous venez la placer dans un endroit de l'espace où il y a un champ électrique E, la particule va interagir avec le champ électrique E, puis elle va ressentir une certaine force électrique. Ok. Ben, pour le potentiel et l'énergie potentielle, c'est exactement la même séquence là, d'équations qu'on voit. Parce que c'est un petit peu l'équivalent qui se produit, mais au niveau de l'énergie. Donc, on a commencé là dans la dernière vidéo à la section 2.1 en vous donnant cette équation-là. Puis on vous a dit, là, si vous avez deux particules chargées qui sont à une certaine distance R l'une de l'autre, il va y avoir une certaine énergie potentielle électrique là, associée à ce système de deux particules-là, qui est K fois Q1 fois Q2 sur R. Okay. Et ce qu'on va faire aujourd'hui dans la section 2.2, c'est qu'on va y aller de manière plus générale. Donc, ce qu'on va dire, c'est que chaque particule qui a une charge Q produit autour d'elle du potentiel électrique. Ce ne sera pas des lignes de champ électrique, ce sera du potentiel électrique. L'équation, c'est KQ sur R. Donc, les particules positives, comme ils ont une charge Q positive, ils vont produire du potentiel positif, alors que les particules négatives, elles vont produire autour d'elles du potentiel négatif. Okay. Et ici, l'idée, c'est à peu près la même, c'est que on va dire, si vous avez une particule qui a une charge Q, puis vous venez la placer dans un endroit de l'espace où il y a déjà un certain potentiel V, ben là, la particule va interagir avec le potentiel dans lequel vous venez de la placer et la particule va acquérir une certaine énergie potentielle, okay, énergie potentielle électrique. Donc, en tout cas, vous voyez que les équations se ressemblent beaucoup. Okay? Même dans le livre, on a écrit une petite phrase un peu, une phrase magique. Là, on dit le potentiel électrique est à l'énergie potentielle électrique, ce que le champ électrique est à la force électrique. Donc, c'est juste pour vous dire que si vous avez bien compris les relations là, qui existent entre le champ électrique puis la force électrique, ben dites-vous bien que c'est exactement les mêmes relations qui existent là, entre le potentiel électrique et l'énergie potentielle électrique. Les équations ont exactement la même forme. Okay. J'en avais déjà discuté à la section 1.1, mais juste vous le rappeler encore, c'est que quand vous regardez les équations ici, vous voyez qu'il n'y a pas
de flèche, hein. Il n'y a pas de vecteur nulle part, parce que le potentiel et l'énergie potentielle, ce sont des quantités qui sont des scalaires. Donc, c'est pas des vecteurs, c'est juste des chiffres qui peuvent être positifs ou négatifs, mais c'est juste des chiffres scalaires. Alors que pour les forces électriques puis les champs électriques, ben là, c'était véritablement des vecteurs qui pointaient dans une certaine direction. Fait à ce niveau-là, pour le calcul, pour les calculs mathématiques, puis juste même au niveau des fois un peu conceptuel, là, des fois c'est plus facile de travailler avec l'énergie, entre autres parce que c'est des scalaires plutôt que d'être des vecteurs, comme c'est le cas des forces et des champs électriques. Donc voilà pour la petite introduction là, à la section 2.2. En passant, si vous regardez cette équation-là, okay, qui dit que l'énergie potentielle électrique égale une charge électrique fois un potentiel électrique. Si on isole le potentiel là-dedans, donc le potentiel, ça va donner juste U sur Q. Et si on regarde au niveau des unités, ben le potentiel électrique, ces unités, ce sont des volts. L'énergie potentielle électrique, c'est en joules. Une charge électrique, c'est en coulomb. Okay? Donc, ça nous démontre qu'au niveau des unités, ben, 1 volt, c'est égal à 1 joule par coulomb. Okay? Et c'est tout à fait en accord avec ce qu'on avait déjà vu dans le chapitre 3, hein, parce qu'on a fait le chapitre 3 avant de faire le chapitre 2. On avait dit que quand vous avez des piles, ce qui définit une pile, c'est la valeur de son électromotance. Donc, on disait par exemple qu'une pile peut avoir une électromotance de 1.5 volts ou une pile peut avoir une électromotance de 9 volts. Ce qu'on avait dit à ce moment-là, vous n'aviez pas encore vu là, la notion d'énergie potentielle électrique, mais ce qu'on avait quand même dit, c'est que 1 volt, c'est égal à 1 joule par coulomb. Donc, qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que, par exemple, si vous avez une pile de 1.5 volts, ben, ça veut dire que quand vous branchez la pile dans un circuit, il y a des charges électriques qui vont traverser votre pile. Et à chaque fois qu'il y a un coulomb de charge électrique qui va traverser votre pile va lui donner, par exemple, 1.5 joules d'énergie. En fait, elle lui donne 1.5 joules d'énergie potentielle électrique. Okay. Donc, on comprend bien que c'est pour ça que quand une pile a une électromotance plus élevée, par exemple, une pile de 9 volts, comparativement à une pile de 1.5 volts, ben là, ce qui arrive, c'est qu'à chaque fois qu'il y a un coulomb de charge électrique qui traverse votre pile de 9 volts, la pile lui donne à ces charges-là 9 joules d'énergie potentielle plutôt que l'autre pile là, qui donnait seulement 1.5 joules. Okay? Fait que c'est sûr que plus que le chiffre est élevé pour l'électromotance, plus que c'est une pile qui est forte, si vous voulez, plus que c'est une pile qui est puissante, là, qui va arriver à produire des gros courants dans un circuit. Okay? Mais en tout cas, c'est juste pour vous montrer que au niveau des unités, on l'avait déjà mentionné, mais là, vous l'avez vraiment là, plus clairement avec l'équation qu'il y a là, que 1 volt, c'est égal à 1 joule par coulomb. Okay. Juste en passant, ça se peut que vous allez probablement rencontrer quand vous allez faire des exercices là, une quantité qui s'appelle des électronvolts. Okay, donc c'est quoi ça des électronvolts? Ben c'est une quantité en fait qui correspond tout simplement là, à la quantité d'énergie potentielle électrique qu'aurait une charge, qu'aurait une particule là, qui a une charge qui est une fois la charge élémentaire. Donc, la charge E qui est 1.6 fois 10 à la moins 19 coulombs. C'est la charge d'un proton ou la charge d'un électron. Le proton, c'est positif, l'électron, c'est négatif. Mais la variable E qu'on appelle la charge élémentaire, ça correspond à une charge de 1.6 fois 10 à la moins 19 coulombs. Et si vous avez donc, dans le fond, un proton, si vous voulez, ou un électron, là, qui se trouve dans un endroit où il y a un potentiel de 1 volt, ben, ça va lui donner une certaine quantité d'énergie potentielle. Pour la calculer, cette quantité d'énergie-là, qu'est-ce qu'on ferait? Bon, on ferait la charge de la particule, qui est 1.6 fois 10 à la moins 19, fois le potentiel de 1 volt. Mais, tu sais, n'importe quel chiffre fois 1, ça va rester le même chiffre. Donc, qu'est-ce que ça va donner comme quantité d'énergie? Ça nous donnerait une quantité d'énergie qui est égale à 1.6 fois 10 à la moins 19 joules. Okay. Fait que cette quantité-là, ça s'appelle un électronvolt. C'est comme si on plaçait, par exemple, un électron puis on le plaçait dans un endroit où il y a un potentiel de 1 volt, ben l'électron aurait une certaine quantité d'énergie qui serait égale. Là, si c'est un électron, ça serait moins 1.6 fois 10 à moins 19 volts. Si c'est un proton, ça va être 1.6 fois 10 à moins 19 volts. En tout cas, un électron-volt, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut juste dire comme la même charge qu'un électron dans un potentiel de 1 volt. Fait que la quantité électron-volt, c'est juste égal à 1.6 fois 10 à la moins 19 joules. Fait que je vais vous rencontrer ça dans les... si vous rencontrez ça dans les exercices, si on vous dit là, je sais pas, là, une particule a une quantité d'énergie potentielle de, mettons, 5 électronvolts, ben faites juste une règle de 3. Vous savez qu'un électronvolt, c'est égal à 1.6 fois 10 à la moins 19 joules. Fait que si une particule a une quantité d'énergie de 5 électronvolts, ben ça va être 5 fois cette quantité-là. Puis une fois que vous connaissez l'énergie potentielle de votre particule, vous pouvez ensuite de ça faire les calculs comme d'habitude. Donc, juste vous le mentionner ici, ça se peut que vous
ça se pourrait que vous rencontriez ça là, en faisant les exercices, cette quantité-là. C'est juste une quantité d'énergie. Donc, c'est ça. Fait que l'équation pour calculer le potentiel généré par les particules, c'est celle-ci. Euh, donc, c'est KQ sur R. Donc, ici, il n'y a pas de valeur absolue. Hein. C'est pas comme dans l'équation du champ électrique où on calculait seulement le module. Là. Ici, il n'y a pas de valeur absolue. Donc, ça veut dire que une charge qui est positive va créer du potentiel positif, puis une charge négative, ben ça va créer du potentiel qui est négatif. Et c'est pas des vecteurs, c'est des scalaires, mais ça existe du potentiel positif, ça existe des valeurs de potentiel qui sont négatives. Donc, puis, si on, ce qu'on cherche à faire parfois, c'est qu'on essaie de se représenter ça au niveau, de faire des espèces de schéma, hein, d'avoir quelque chose d'un peu plus visuel là, pour se représenter notre potentiel. Oui, on a l'équation qui est là, fait qu'on est capable de faire les calculs, mais une des méthodes qu'on utilise souvent pour représenter visuellement ou schématiquement du potentiel, c'est en traçant ce qu'on appelle des surfaces équipotentielles. Une surface équipotentielle, je vais vous l'expliquer, là, c'est une surface dont tous les points sont au même potentiel. Okay? C'est-à-dire que si on prend par exemple une particule chargée positivement, imaginez, ça peut être un proton, c'est une particule positive. Okay? On avait déjà développé là, une technique pour représenter le champ électrique. En fait, on avait on peut dessiner ce qu'on appelle des lignes de champ électrique, qui sont les lignes qui sont un peu plus en brun-beige. Ici, donc, une particule positive, ça émet des lignes de champ, ça émet des lignes de champ électrique. Une particule négative, ça absorberait des lignes de champ électrique. Fait que la représentation pour les lignes de champ, on la connaît déjà, ça c'est pour le champ électrique. Mais pour le potentiel, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on trace des surfaces équipotentielles. Donc mettons qu'on veut tracer par exemple l'équipotentiel 1 volt. On va regarder on va regarder tous les points dans le schéma ici qui sont à un potentiel est égal à 1 volt. Puis on va tout relier ensemble ces points-là. Puis en reliant tous ces points-là ensemble, qui sont tous à 1 volt, ça va nous tracer ce qu'on appelle la surface équipotentielle de 1 volt. Okay. On pourrait faire la même chose pour la surface équipotentielle de 2 volts, surface équipotentielle de 3 volts, et ainsi de suite. Puis en traçant plusieurs surfaces équipotentielles comme ça nous donne une idée. Je vais vous montrer des façons d'interpréter des schémas comme ça de surface équipotentielle, mais ça nous donne un feeling, là, ça nous donne une espèce d'information visuelle sur à quoi ressemble le potentiel électrique là, autour de cette particule-là ou d'un système de particules un peu plus complexe, comme on en verra tout à l'heure. Okay. C'est sûr que si on a juste une seule particule, comme c'est le cas ici, ben, le potentiel qui est créé par une particule, c'est KQ sur R. Okay. K, c'est juste une constante, c'est la constante de Coulomb. Q, c'est la charge de la particule. Donc, ça changera pas. La particule ne va pas changer de charge. Donc, ce que ça nous dit, c'est que directement, le V est égal à une certaine constante, là, divisée par R. Okay? Fait que c'est sûr que quand vous avez seulement une particule, les surfaces équipotentielles, ça ressemble à quoi ces surfaces-là? Ben, ça ressemble à des cercles, tout simplement. Parce que si vous avez une seule particule, si vous cherchez les endroits pour lesquels le potentiel est constant, donc vous cherchez tous les points pour lesquels le potentiel est égal à 1 volt, ben, remplacez 1 volt là-dedans. Isolé, qu'est-ce que vous allez avoir? Vous allez trouver une valeur de R. Donc, ça va vous dire que tous les points sont à une certaine valeur constante R autour de la particule, vont nécessairement avoir toute la même valeur de potentiel. Ok, c'est normal. Mais c'est pour ça que dans un système comme ça, quand vous avez juste une seule particule, les équipotentiels, ce sont des cercles. Tout simplement. Si vous changez la valeur du potentiel, c'est sûr que ça va changer la valeur du rayon, mais toutes les surfaces équipotentielles vont être des cercles. Okay. Je dis des cercles parce que souvent, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous faire tracer, on va analyser des schémas comme ça, en 2 dimensions. Généralement, c'est ce qu'on va faire un axe là, x, y, puis on va tracer des surfaces équipotentielles. Fait que dans un schéma en 2 dimensions, les surfaces équipotentielles, ça va être des courbes. Okay. Mais dans la vraie vie, on comprend que évidemment c'est en 3 dimensions, ces affaires-là. Fait qu'une particule, là, ça fait du potentiel partout autour d'elle, dans les 3 dimensions. Fait que pour vrai, là, si vous avez un R qui est constant, dans le vrai monde en 3 dimensions, ça correspond à des sphères. Fait que oui, on sait que pour vrai, ce sont des sphères, mais quand on trace des schémas, nous on trace des schémas juste en 2 dimensions, c'est comme si on traçait juste là l'intersection de ces sphères-là avec le plan de notre schéma, le plan XY par exemple. Et si vous avez une sphère qui coupe le plan XY, ben dans le plan XY, là, ça va être des cercles. Okay, donc c'est plus ce genre de schéma-là qu'on va tracer, mais on sait que dans la vraie vie, là, évidemment, le potentiel, c'est en 3 dimensions. Pareil pour les champs électriques, quand on trace des schémas comme ça avec des lignes de champ, on trace un schéma qui est juste en 2 dimensions, mais on comprend que pour vrai, une particule, ça émet des lignes de champ
partout, là, vers le haut, vers le bas, pas juste dans un espèce de plan autour d'elle. C'est vraiment en 3 dimensions. Okay. Ça fait qu'à la situation 1 dans le livre, là, la section 2.2, c'est ça qui est fait. C'est qu'on a calculé dans le fond le rayon des différents cercles qui allaient correspondre aux surfaces équipotentielles. Ce que vous remarquez, ce que je peux vous dire tout de suite, puis on y arrive, c'est que vous voyez ici, on a regardé c'est quoi le rayon du cercle qui va correspondre à l'équipotentiel de 1 volt. C'est quoi le rayon du cercle qui va correspondre à l'équipotentiel de 2 volts, à l'équipotentiel de 3 volts, et ainsi de suite. Fait qu'on a calculé le rayon de chacun de ces cercles-là. Et vous remarquez que c'est des cercles qui sont pas également espacés. Hein. Les rayons sont pas également distribués. Pourtant, les potentiels le sont. On a calculé l'équipotentiel à 1 volt, 2 volts, 3 volts, donc à des intervalles réguliers de 1 volt. Mais ça donne des cercles qui ont des rayons qui sont pas à intervalles réguliers. Okay. C'est sûr, parce que si on regarde l'équation, là, ici, on a V proportionnel à 1 sur R, proportionnel à l'inverse du rayon. Donc, c'est sûr que ça va pas varier de manière linéaire, là, ça va varier de manière inversement proportionnelle. Okay. Mais c'est pas grave, parce que ça va nous permettre justement d'interpréter un petit peu les résultats. Dans le fond, là, quand vous avez un schéma avec des surfaces équipotentielles tracées dessus, il y a trois règlements ou 3 constatations qu'on peut faire. Okay. Premièrement, c'est qu'on se rend compte que le module, en fait, plus que le module du champ électrique est intense, plus que les surfaces équipotentielles vont être rapprochées les unes des autres. Fait que quand vous regardez le schéma ici, vous voyez par exemple que les deux lignes équipotentielles ici sont plus rapprochées les unes des autres que par exemple ces deux lignes-là. Okay. Et ce à quoi ça correspond, mais ça veut dire que sur un schéma, plus que des surfaces équipotentielles sont rapprochées les unes des autres, plus que ça signifie que le champ électrique est fort. Okay. Fait que si on regarde le schéma ici, on voit tout de suite que le champ électrique là, dans cette zone-là est plus fort que le champ électrique dans cette zone-là, par exemple, parce que ici, les équipotentiels sont plus rapprochés que ici. Okay. C'est sûr, hein, parce que le champ électrique généré par une particule, c'est KQ sur R carré. Fait que c'est certain que quand on est proche de la particule, quand la distance R est plus petite, le champ électrique va être plus grand. Puis quand on trace nos surfaces équipotentielles, c'est ça que ça nous donne comme résultat. On constate que quand les surfaces équipotentielles sont plus rapprochées les unes des autres, ça correspond à un champ électrique qui est plus grand que dans une zone où les surfaces équipotentielles sont plus éloignées. Donc déjà, ça nous donne une façon là, pour interpréter, si vous voulez, un schéma là, avec des équipotentiels comme ça. On est capable de comprendre, ah oui, on voit tout dans quelle région est-ce que le champ électrique est plus un module plus élevé. Okay. Ça, remarquez que c'était pareil pour les lignes de champ. Hein. Les lignes de champ, on avait dit que dans une zone de l'espace où les lignes de champ électrique sont les plus rapprochées, ça signifie des endroits où le champ électrique est le plus grand. Fait que c'est un peu le même truc là, pour les lignes de champ que pour les surfaces équipotentielles à ce niveau-là. Plus qu'elles sont rapprochées les unes des autres, plus que le champ électrique est fort. Okay. Remarquez que, deuxième point, le champ électrique est toujours orienté des potentiels les plus élevés vers les potentiels les moins élevés. Fait que si vous regardez là, les surfaces équipotentielles, elle qui est au centre là, est à 3 volts. Elle qui est ici est à 2 volts. Elle qui est ici est à 1 volt. Puis regardez les lignes de champ électrique qui pointent dans quelle direction. Parce que le positif, on sait que ça produit, ça émet des lignes de champ. Donc, vous voyez que les champs électriques pointent là, de l'équipotentiel 3 volts vers l'équipotentiel de 2 volts et de l'équipotentiel de 2 volts vers l'équipotentiel de 1 volt et ainsi de suite. Okay? Donc, le champ électrique pointe toujours du plus gros potentiel vers le plus petit potentiel. Okay. Si ça avait été une particule négative, ben là, les potentiels auraient été négatifs. On aurait eu là, moins 1 volt, moins 2 volts, moins 3 volts, puis les lignes de champ auraient pointé dans le sens contraire, parce qu'une particule négative, ça absorbe des lignes de champ, et ça aurait fonctionné. Okay, donc c'est ça. Fait que là, si vous avez juste, mettons, là, on vous a déjà tracé les lignes de champ électriques, là, mais si on ne les avait pas tracées, si vous aviez un graphique avec seulement des surfaces équipotentielles, vous soyez capable de regarder le graphique et de dire, ah oui, tu sais, on est capable de comprendre que les lignes de champ vont pointer dans une certaine direction. Ils vont toujours aller du plus gros potentiel vers les plus petits potentiels. Et finalement, vous allez remarquer que dans un schéma comme ça, quand on trace les équipotentiels vont toujours croiser les lignes de champ à angle droit, à 90 degrés. Donc, si vous regardez, par exemple, ici, vous avez une ligne de champ et la surface équipotentielle, les deux sont à 90 degrés l'un de l'autre. Même chose ici, même chose ici, même chose ici, même chose ici. C'est tout le temps comme ça. À chaque fois que vous allez voir là, sur un graphique,
une ligne de champ puis une surface équipotentielle, ça va toujours se croiser l'un l'autre à 90 degrés. Okay. Donc, c'est les trois observations, les trois points, si vous voulez, qui nous permettent là, d'analyser un petit peu les schémas comme ça avec des surfaces équipotentielles puis faire le lien avec les lignes de champ électriques. Okay. C'est comme deux représentations graphiques qui sont différentes, mais qui sont complémentaires. Okay? Fait que c'est important de comprendre puis d'être capable d'analyser un schéma comme ça avec des lignes de champ. C'est important d'être capable de comprendre et d'analyser un schéma avec des surfaces équipotentielles. Si vous êtes capable d'avoir les deux informations en même temps sur le même schéma, ben c'est encore mieux. Vous avez juste accès à une plus grande quantité d'informations. Ça peut juste améliorer votre compréhension là, de ce qui se passe là, avec les particules. Okay. Fait que juste pour voir si vous avez bien compris ça, je vais vous poser quelques petites questions. Normalement, c'est des vox pop. Là. Vous pouvez juste arrêter la vidéo et essayer d'y répondre. Donc, si je vous montre un schéma ici, okay, c'est un schéma avec des surfaces équipotentielles. Okay. Chaque ligne pointillée correspond à une surface équipotentielle. Et il y a certaines valeurs d'équipotentiel pour lesquelles on vous a indiqué les valeurs. Fait qu'on dit cette équipotentielle-là est à 2 volts. Cette équipotentielle-là est à 0 volts. Cette équipotentielle-là est à moins 2 volts. Okay. Fait que c'est sûr qu'on pourrait déduire, par exemple, que celle-là est à 1 volt, puis que celle-là est à moins 1 volt. On ne les a pas tout écrit les valeurs, mais on est capable de le déduire. Okay. Moi, ce que je vous demande, c'est, vous avez 3 points. Alors, le point A, le point B, le point C. Fait que les points A, ben, c'est pas des particules, c'est juste des points comme ça, des endroits dans l'espace. Okay. Moi, je vous demande à quel endroit entre ces 3 points-là, est-ce que c'est au point A, au point B ou au point C, est-ce que le champ électrique est-il le plus élevé? Okay. Et deuxième question, je vais vous la demander tout de suite avant de donner les réponses. Si je vous demandais de tracer 3 lignes de champ dans ce diagramme-là, donc ici, on a les surfaces équipotentielles qui sont déjà tracées. Et si je vous demandais de tracer 3 lignes de champ, une ligne de champ qui passe par le point A, une ligne de champ qui passe par le point B, une ligne de champ qui passe par le point C, à quoi elles ressembleraient ces lignes de champ-là? Elles pointeraient dans elles auraient quelle forme générale, mais surtout elles pointeraient dans quelle direction? Est-ce qu'elles pointeraient vers la gauche, vers la droite, vers le haut, vers le bas? Donc pensez un petit peu à ça. Puis quand vous pensez avoir une réponse, vous pourrez continuer la vidéo. Donc la réponse, à quel endroit est-ce que le champ électrique est le plus élevé? Ben, si on se rappelle ce qu'on a dit ici, là, le module du champ électrique est plus intense quand les équipotentiels sont les plus rapprochés les unes des autres. Fait qu'ici dans notre schéma, à quel endroit là, entre A, B ou C, est-ce que les surfaces équipotentielles sont les plus rapprochées les unes des autres? Ben c'est au point C. Dans cette région-là, les équipotentiels sont plus rapprochés que par exemple proche du point B ou que proche du point A. Donc le champ électrique serait plus fort au point C. Okay. Puis si on voulait tracer des lignes de champ, ben, il faut se rappeler de deux choses. Que premièrement, les lignes de champ vont toujours pointer des plus gros potentiels vers les plus petits potentiels. Et les lignes de champ vont toujours croiser les surfaces équipotentielles à 90 degrés. Fait que si on regarde notre schéma ici, ben globalement, là, quand on est à gauche du schéma, les surfaces équipotentielles sont plus élevées. On a 2 volts, 1 volt. Puis quand on va plus vers la droite du schéma, les équipotentielles sont moins élevées, hein, moins 1 volt, moins 2 volts, et ainsi de suite. Donc on sait que globalement, nos lignes de champ électriques vont pointer de la gauche vers la droite, hein, des plus gros potentiels vers les plus petits potentiels. Puis si on veut les tracer correctement, faut pas oublier que nos lignes de champ électrique doivent croiser les surfaces équipotentielles à 90 degrés. Okay. Donc ça ressemblerait approximativement à quelque chose comme ça. Fait que vous voyez, les lignes de champ vont globalement là, de gauche à droite, les plus gros potentiels vers les plus petits potentiels. Et à chaque fois qu'une ligne de champ croise une surface équipotentielle, c'est à 90 degrés. Okay, donc ça, c'est correct. Fait que ça ressemblerait à peu près à ça, le schéma. Okay. Je vais vous demander une autre question qui est vraiment très, très, très similaire. C'est pratiquement la même question, c'est juste un schéma qui est différent. Donc, encore une fois, si je vous montre un schéma comme ça, puis je dis voici les surfaces équipotentielles, voici 2 points, le point A, le point B. Si je vous dis que le point A est à 4 volts, puis que le point B est à moins 6 volts, je me demande à quel endroit entre A et B, à quel point, est-ce que c'est au point A ou au point B, est-ce que le champ électrique est le plus élevé, est-ce que son module est le plus élevé, et deuxième question, tracer une ligne de champ, une qui passe par A, une qui passe par B. Okay. Fait que pensez-y un petit peu, puis quand vous pensez avoir la réponse, vous pourrez continuer la vidéo. Donc ici, à quel endroit est-ce que le champ est le plus élevé? Ben c'est au point B, hein, parce qu'autour du point B, les surfaces équipotentielles sont plus rapprochées qu'autour du point A. Et si on voulait tracer les lignes de champ, ben là, sachant que A est à 4 volts, que B est à moins 6 volts, ben ici, là, c'est à moins 4, c'est à 4 volts. Mais rappelez-vous que le potentiel est le même partout
sur la surface équipotentielle. Fait que ce point-là est à 4 volts, ben ce point-là aussi est à 4 volts, ce point-là aussi, ce point-là aussi, ce point-là, ce point-là, ce point-là, ce point-là. Hein? Fait que ce point-là, il est à 4 volts. Puis ce point-là, ici, le point B, est à moins 6 volts. Okay? Fait qu'on comprend que les lignes de champ, ils vont aller globalement, du coin en haut à gauche jusqu'à en bas à droite. Okay? Et ils vont du plus gros potentiel vers le plus petit potentiel. Fait que 4 volts, c'est plus gros que moins 6 volts. Okay? Et il faut que les lignes de champ croisent toujours les surfaces équipotentielles à 90 degrés. Donc, bref, ça ressemblera à quelque chose comme ça. Okay? Quand on va être ici, là, ce sera juste une ligne de champ qui croise là, toutes ces lignes, toutes les surfaces là, à 90 degrés, qui étaient pratiquement déjà toutes parallèles, là, les surfaces équipotentielles. Fait que juste une ligne droite qui va les traverser. La ligne qui passe par le point A, c'est un petit peu plus compliqué, elle va courber un petit peu plus, là, de manière à ce qu'elle soit toujours à 90 degrés de nos surfaces là, équipotentielles. Okay. Voilà. Okay. Donc, c'est un exemple. Là. Fait que si vous avez des surfaces équipotentielles, vous êtes capable de trouver ou deviner dans quel sens vont pointer les lignes de champ, puis à peu près, là, approximativement, c'est quoi la forme qu'elles vont avoir. Okay. Une autre question que je vais vous poser, qui est un exercice comme ça avec faire le lien là, entre les champs électriques et les lignes de champ. Ici, je vous montre un objet. Je vous trace un objet qui est en rouge. Okay? Je vous dis pas c'est quoi cet objet-là. Puis je vous demande là, je vous dis, sachant que cet objet rouge-là a produit les surfaces équipotentielles que vous voyez ici, qui sont dessinées en bleu. Okay? Je vous demande de me dire de quel objet il s'agit. Okay? Bon, bien sûr que en regardant l'objet, vous voyez que c'est un objet qui est de forme allongée. En fait, vous savez bien que c'est pas une particule. Okay? En fait, qu'est-ce que ça peut être cet objet-là? Ben, des objets qu'on connaît puis qu'on a vus jusqu'à présent dans le cours, là, ça peut être juste à peu près deux choses. Okay? Ça peut être soit une tige, qu'on appelle là, une triuque, ou ça pourrait peut-être aussi être une pépiuque. Okay? Donc les deux objets ont à peu près cette forme-là, sont allongés. Okay? Avec le schéma que je vous montre comme ça, c'est pas un schéma qui est en 3 dimensions, c'est un schéma qui est une espèce de vue en coupe. Fait que juste en regardant le schéma, c'est pas clair là, si c'est une tige ou une plaque. Okay? Mais justement, pour savoir duquel des deux il s'agit, je vous ai montré des surfaces équipotentielles. Okay? Fait que comment on serait capable de dire de quel objet il s'agit? Juste en regardant les surfaces équipotentielles, ben pour ça, il faut regarder les champs électriques. Okay? Juste rappelez-vous, là, c'est quoi pour une triuque, l'équation du champ électrique? C'est champ électrique est égal à 2K fois lambda sur R. Et pour la pépiuque, l'équation du champ électrique qu'on a vu, c'est sigma sur 2 epsilon 0. Okay? Fait que c'est quoi la grosse différence là, entre les champs électriques produits par une tige, une triuque, et par une plaque pépiuque? Ben, évidemment, c'est pas la même équation. Okay? Mais ce qui est très différent, c'est que c'est la dépendance en R. Okay? C'est-à-dire que pour une triuque, le champ électrique est proportionnel à 1 sur R. Okay? Ça veut dire que quand vous êtes proche de votre triuque, le champ est plus fort. Puis au fur et à mesure que vous vous éloignez de votre triuque, au fur et à mesure que la distance R augmente, le champ diminue. Okay? Alors que pour une pépiuque, ce qui est un peu bizarre, ce qui est un peu particulier, c'est que c'est un champ électrique qui est constant. Fait que dans la mesure où vous êtes dans l'approximation de la pépiuque, là, ça fait des champs qui sont constants. Alors que ça fait des champs qui vont diminuer d'intensité, diminuer de module, plus que vous allez vous éloigner. Okay. Fait que c'est ça la différence majeure qu'il y a entre ces deux objets-là. Donc, sachant ça, quand on regarde le schéma, là, on va regarder c'est quoi? C'est une triuque ou une pépiuque? Okay. On peut le deviner parce que si vous regardez comme il faut les surfaces équipotentielles, vous remarquez que les surfaces équipotentielles, ici, sont plus rapprochées les unes des autres. Plus qu'on va s'éloigner de notre objet, plus que les surfaces équipotentielles vont devenir espacées. Okay. Fait que ça, ce que ça veut dire que quand vous êtes proche de l'objet ici, le champ électrique est plus fort. Puis quand vous vous éloignez de l'objet, le champ électrique va diminuer d'intensité. Donc, évidemment, en sachant ça, avec ce qu'on vient d'expliquer, ben c'est évidemment la triuque quand c'est une tige, parce que là, on comprend que le champ électrique est pas constant, le champ électrique est fort quand on est proche de l'objet, puis faible quand on s'en éloigne, et la pépiuque, ça n'avait pas fait ça. La pépiuque, elle a fait des champs qui sont constants. Donc, nécessairement, c'était une triuque qui produit des champs qui vont aller comme ça, là, qui vont s'éloigner de la triuque, mais les champs sont plus forts quand on est proche et plus faibles quand on s'éloigne. Fait que la réponse, c'était une triuque. Okay. Si ça avait été une pépiuque, okay, à quoi ça aurait ressemblé les surfaces équipotentielles? Ben justement, si ça avait été une pépiuque,
Les champs, là, c'est sigma sur 2 epsilon 0. Donc ça, c'est des champs qui sont constants. Fait que si on a des champs électriques qui sont constants, fait qu'on soit proche de la plaque, qu'on soit moyennement éloigné ou plus éloigné, le module du champ change pas. Fait que si le module du champ change pas, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'espacement entre les surfaces équipotentielles ne changera pas non plus. Elles seront pas comme plus rapprochées à un endroit puis plus éloignées à un autre endroit. Donc, conclusion, les surfaces équipotentielles vont être toutes également espacées. Donc, ça pourrait ressembler à quelque chose comme ça. Okay? Donc, toutes des surfaces équipotentielles qui sont également espacées. Fait qu'on soit proche, qu'on soit loin, c'est exactement le même espacement. Donc, sont toutes également réparties, également distribuées. Donc, ça serait la PPE. Okay. Fait que vous voyez que juste en regardant un schéma comme ça des surfaces équipotentielles, on est capable de déduire certaines choses concernant le champ électrique, on est capable de comprendre un peu comment il va varier. Okay. Fait que c'est une des choses qu'il faut être capable de faire, d'être capable d'interpréter un petit peu un schéma comme ça avec des surfaces équipotentielles pour déduire certaines informations concernant le champ électrique. Okay. Pour l'instant, je vous ai parlé là, de systèmes qui contenaient seulement un objet ou une particule. Okay? Mais évidemment, ce qui va être intéressant, c'est qu'on va avoir des systèmes qui contiennent plusieurs particules ou plusieurs objets. Okay? Comment on fait pour calculer le potentiel quand on a plusieurs objets? Ben, on peut appliquer tout simplement ce qu'on appelle le principe de superposition. Exactement la même chose que le champ électrique. C'est-à-dire que si vous avez par exemple deux particules, puis vous cherchez, je sais pas, le potentiel total produit au point B, bon, on peut calculer séparément là, le potentiel qui est produit mettons, par la première particule au point B, puis on calcule séparément le potentiel qui est produit par la deuxième particule au point B, et on additionne les deux ensemble, tout simplement. Okay, c'est ce qui est fait à la situation 3 dans votre livre. Je ne vais pas la regarder trop en détail, mais juste vous dire que c'est exactement ça. Si vous regardez, par exemple, je sais pas, le potentiel total qui est produit au point A, comment ça a été calculé, on a calculé c'est quoi le potentiel que la particule 1 a produit au point A, plus le potentiel que la particule 2 a produit au point A. Puis en additionnant ces deux choses-là ensemble, ça nous a donné le potentiel total. Okay? Si on avait eu trois particules, on aurait calculé séparément c'est quoi le potentiel que chacune des trois particules fait au point A. On additionne ça, puis on aurait tout additionné ça ensemble pour avoir le potentiel total ou le potentiel résultant produit au point qui nous intéresse. Pour le champ électrique, c'est exactement la même chose. Donc, quand on veut calculer le champ électrique résultant à un endroit, on calculait le champ électrique produit par la première particule, plus le champ électrique produit par la deuxième particule, plus le champ électrique produit par la troisième particule, puis on additionnait tout ça ensemble. Donc, la différence, c'est que quand on additionnait des champs électriques ensemble, pour trouver le champ électrique résultant, c'est un petit peu plus compliqué parce que c'est des vecteurs. Fait que pour additionner ensemble des vecteurs, ben là, ça signifie qu'il faut d'abord les décomposer en composantes X, composantes Y, pour additionner ensemble toutes les composantes X, toutes les composantes en Y. Quand c'est des potentiels, on n'a pas besoin de faire ça, parce que des potentiels sont des scalaires. C'est beaucoup plus facile d'additionner ensemble des potentiels que des vecteurs champs électriques, parce que des potentiels, c'est juste des valeurs, c'est juste des chiffres, c'est juste des scalaires. Il peut en avoir des négatifs et des positifs, ça c'est pas grave, mais c'est juste des chiffres qu'on additionne ensemble. Donc c'est beaucoup plus facile que d'additionner ensemble des vecteurs où là il faut les composer. Okay. En voici des schémas, en exemple là, de surface équipotentielle, mais avec un système un peu plus complexe de deux particules. Okay. Tout à l'heure, j'en avais montré, mais c'était des schémas plus simples parce qu'il y avait juste un objet ou une particule. Mais quand vous avez deux particules, déjà, c'est sûr que c'est un peu plus complexe, puis c'est normal. Plus qu'on ajoute des particules, plus que ça va faire des schémas un peu mais de plus en plus complexes, nécessairement. Mais malgré le fait qu'on ait des schémas un peu plus complexes, je vais quand même juste vous faire remarquer que les 3 points qu'on a dit tout à l'heure vont toujours rester vrais. C'est-à-dire que, par exemple, le module du champ électrique est plus intense quand les surfaces équipotentielles sont plus rapprochées. Ça, on avait déjà vu là, quand on avait, par exemple, deux particules, une positive et une négative. On avait déjà vu que, justement, là, entre les deux particules ici, les lignes de champ sont plus rapprochées, donc ça signifiait qu'il y avait un champ électrique plus intense. Puis avec les surfaces équipotentielles, vous le voyez aussi, les surfaces équipotentielles sont plus rapprochées entre les deux particules. Ça signifie que le module du champ électrique est plus grand et il est plus faible quand on est dans des régions où les surfaces équipotentielles sont plus espacées. Okay. Le champ électrique est toujours orienté des plus gros potentiels vers les plus petits potentiels. Okay. C'est-à-dire que si vous avez, là, quand vous allez être proche de la particule positive, ben, ça va faire des potentiels positifs. Quand vous allez être proche de la particule négative, il va y avoir des potentiels négatifs. Puis vous voyez les lignes de champ, les pointent de la particule positive vers la particule négative, donc ils pointent des
plus gros potentiels vers les plus petits potentiels. Ça, c'est respecté. Et aussi, vous voyez que sur le schéma, là, les surfaces équipotentielles vont toujours croiser les lignes de champ à 90 degrés. Donc, si on regarde par exemple ici, si on regarde ici, si on regarde ici, si on regarde ici, ici, même dans le schéma qui est ici, c'est la même chose. Okay, c'est tout le temps le cas. Okay. Ici, vous avez deux particules de signes opposés. Ici, vous avez deux particules de même signe. Fait que sûr que le schéma va être différent, mais les points restent toujours vrais. Fait que ces trois points-là, ça va toujours marcher, ça va toujours être vrai, peu importe le schéma que vous avez, peu importe le nombre de particules que vous avez sur votre schéma. C'est des trucs là, qui sont très, très généraux. Ça marche tout le temps. Ça va toujours être vrai. Okay. Juste vous mentionner que ce que nous, on va avoir tendance à faire généralement, ça va être de tracer des espèces de schémas comme ça, en deux dimensions, là, avec des surfaces équipotentielles. Mais il existe plein de façons de représenter ça. Okay? Des fois, il y a des personnes qui vont tracer des graphiques du potentiel juste le long d'une certaine direction ou le long d'un certain axe pour avoir des graphiques un peu plus typiques, là, qui ressemblent à des graphiques là, mathématiques ou des graphiques physiques qu'on produit généralement, des graphiques XY, sauf que ce sera pas XY, ça va être le potentiel en fonction de la distance X, ou des fois ça peut être le potentiel en fonction de l'axe radial qu'on appelle R. Là. Mais juste vous dire, ça, on peut tracer aussi des graphiques comme ça. Okay, ça se fait aussi. Il y a même des gens là qui font des espèces de graphiques en trois dimensions. Bon, c'est sûr que ça, on pourrait pas vous demander de faire ça dans un examen, par exemple, parce que c'est pas évident de tracer des graphiques en trois dimensions à main levée avec un crayon. Là. Mais il y a beaucoup de simulations par ordinateur, des petits logiciels là, qui tracent comme ça des surfaces et qui tracent des espèces de schémas du potentiel en trois dimensions. Okay, fait que c'est juste pour vous montrer que ça existe. Okay, c'est pas tant que ça pour vous en faire faire. Là. En passant, juste vous dire qu'il existe une petite analogie intéressante entre les surfaces équipotentielles puis ce qu'on appelle les courbes de niveau. Donc, si vous avez déjà fait un peu de randonnée en montagne ou en forêt, là, ben, il y a des cartes comme ça qui existent qui s'appellent des cartes topographiques. Peut-être que vous avez déjà vu ça qui parle dans, je sais pas, là, comme si vous avez déjà fait un cours de géologie, par exemple. Ben, pas de géologie, mais plutôt de géographie quand vous étiez en secondaire, quelque chose comme ça. Ben, souvent on apprend ça, là, des courbes, des cartes topographiques. Okay? Si vous savez comment lire une carte topographique, vous savez par exemple que quand justement là, ce qu'on appelle les courbes de niveau, quand elles sont plus rapprochées les unes des autres, ça signifie que c'est quelque chose qui est plus à pic, quand ça change de hauteur plus rapidement. Donc si vous allez vous promener par exemple en montagne, ben là vous voyez que par exemple si quand vous allez, mettons, si vous avez un sentier qui fait ça comme ça pour aller au sommet de la montagne, ben là ici là les courbes de niveau sont très rapprochées. C'est-à-dire que l'altitude va changer rapidement. Fait que ça va être à pic. Que ça va être plus difficile, ça va monter vite. Ça va être plus essoufflant de faire ce sentier-là. Par contre, si vous avez un sentier qui fait ça comme ça, pour se rendre au sommet de la montagne, ben là, vous voyez que les courbes de niveau sont un peu plus espacées qu'ici. Donc, vous allez vous allez atteindre la même altitude, mais ça va vous prendre plus de temps. Fait que la pente là, va être moins à pic. Ça va monter, mais ça va monter sur une plus longue distance. Okay? Fait qu'en tout cas, juste pour vous dire que une petite analogie, là, l'interprétation est la même là, pour les courbes de niveau que pour les surfaces équipotentielles. Quand c'est les surfaces équipotentielles qui sont plus rapprochées, ça signifie un champ électrique qui est plus intense. Puis quand les surfaces équipotentielles sont plus éloignées, ça correspond à un champ électrique qui est moins intense. Okay. Ça c'est juste encore une fois d'autres graphiques que je vais vous montrer comme ça. Si vous avez deux charges positives, par exemple, ici on le voit en pointillé, ça c'est juste pour vous illustrer un peu le principe de superposition. C'est-à-dire que s'il y avait juste une seule charge électrique, par exemple juste celle-là, mais qu'est-ce que ça fait comme graphique du potentiel en fonction de la distance sur l'axe X, de la position sur l'axe X? Ça ferait juste une courbe comme ça qui est en pointillé, les deux petites lignes pointillées ici. S'il y avait juste cette particule-là, ça ferait juste les deux lignes pointillées qui sont ici. Puis si on fait le potentiel total, ben c'est la somme des deux. Fait que vous voyez par exemple à cette position X là, la première particule, ben c'est ça, la première particule aurait fait une valeur de potentiel qui est égale à ça, la deuxième particule aurait fait une valeur de potentiel qui est égale à ça, puis quand on veut tracer le schéma du potentiel total, ben on additionne ces deux valeurs-là. On fait ça partout, ok, puisque ça donne une espèce de courbe en bleu que vous voyez là. Celle-ci, c'est quand vous avez là, deux particules de charge positive. Fait que chaque particule fait du potentiel positif. Donc, c'est sûr que le potentiel total va juste être du positif partout. Si on met une particule positive et une particule négative,
qu'est-ce qui va arriver? Ben là, vous voyez que près de la particule, la particule positive, elle a fait du potentiel positif autour d'elle. La particule négative fait du potentiel négatif autour d'elle. Puis quand on calcule le potentiel total, ben ça peut arriver qu'il y ait un endroit, là, ça peut être un endroit, ça peut être plusieurs endroits, où le potentiel va être égal à 0. Okay, ça peut arriver. Ça, c'est une autre représentation un peu plus en 3 dimensions. Fait qu'en tout cas, juste vous dire que si vous regardez là, sur Internet ou si vous lisez des articles scientifiques, vous allez voir souvent là, plusieurs façons, plusieurs sortes de graphiques, plusieurs représentations pour illustrer et schématiser là, le potentiel électrique. Donc, il y a plusieurs visualisations qui existent. Donc, ce que je veux vous montrer maintenant, ce que je veux vous expliquer, c'est que quand on applique le principe de superposition à un système de deux particules là, qui ont des charges opposées, ce qui va arriver, c'est que sur l'axe X, il va y avoir plusieurs positions pour lesquelles le potentiel total va être égal à 0, comparativement à ce qu'on avait fait dans le chapitre 1, quand vous aviez deux particules chargées le long de l'axe X. Il y avait juste un endroit pour lequel le champ électrique est égal à 0, le champ électrique résultant. Je vais vous expliquer un petit peu pourquoi c'est comme ça. Okay? Et après ça, je vais vous montrer un exemple de problème, mais ça va ressembler beaucoup à ce qu'on avait déjà fait dans la section, je ne me souviens pas exactement, je pense que c'est la section 1.5. Ouais, c'est la section 1.5 du chapitre 1. On avait deux particules sur l'axe X, puis on trouvait l'endroit où le champ est égal à 0. Fait que juste vous rappeler hein, qu'est-ce qu'on faisait. Là, si je vous dis par exemple, vous avez un axe X, vous avez une particule de 5 microcoulombs, une particule de moins 3 microcoulombs ici, négative. Puis là, on divise toujours ça en 4 régions. Si je vous demandais par exemple dans quelle région est-ce que le champ électrique total est égal à 0, juste vous rappeler qu'est-ce qu'on faisait. Okay, ce qu'on faisait, moi, le truc que je vous donnais, c'était commencer par tracer les lignes de champ produites là, par chacune des particules. Par exemple, la particule positive, elle a produit des lignes de champ. Fait que dans la région A, elle va faire des lignes de champ qui pointent vers la gauche. Dans la région B, ça va faire des champs qui pointent vers la droite. Région C aussi, région D aussi. Elle a produit des lignes de champ. Et la particule négative, elle, qu'est-ce qu'elle fait? C'est qu'elle a fait des lignes de champ qui se dirigent vers elle. Donc, dans la région A, B, C, ça va être vers la droite. Dans la région D, ça va être vers la gauche. Okay? Donc, ça qu'on pouvait faire. Puis ensuite, on regardait pour que le champ électrique total soit égal à 0. Qu'est-ce que ça prend? Ça prend au moins un endroit où les deux champs électriques pointent dans deux directions contraires. Fait que c'était sûr que dans la région B, ça allait jamais arriver. Dans la région C, ça allait jamais arriver. Fait qu'en traçant les petits directions des flèches comme ça vous donnait toujours deux régions. Ça vous permettait tout de suite d'éliminer en partant de deux régions. Et il vous restait tout le temps deux régions dans lesquelles là, vous aviez des vecteurs qui pointaient dans deux directions contraires. Et après ça, ce qu'on avait dit, c'est que pour choisir la bonne région, ça allait toujours être la région qui est la plus proche de la particule qui est la plus faible, la moins chargée. Fait que sûr que si vous avez une particule de plus 5, une particule de moins 3, la particule qui est la moins chargée, la particule qui est la moins forte, la moins puissante, si vous voulez, c'est la particule 2. Donc, ça va être quelque part dans la région D. Fait que dans la région D, on sait qu'il va y avoir un certain point, qu'on appelle souvent le point P, pour lequel le champ électrique total ou le champ électrique résultant va être égal à 0. Okay. Dans la région A, finalement, il n'y en aura pas parce que dans la région A, à n'importe quel point qui est ici, ben, le point qui serait dans la région A, il serait tout le temps plus proche de la particule qui est la plus chargée. Okay. Fait qu'on comprend que pour n'importe quel point dans la région A, le champ électrique qui pointe vers la gauche serait tout le temps plus fort que le champ électrique produit par la particule 2 qui va vers la droite. Donc, les champs électriques totales pointeraient tout le temps vers la gauche. Ce ne sera pas dans cette région-là. Fait que bref, il y a tout le temps juste une seule région parmi les quatre. Là. Il y avait juste un seul point sur votre axe X pour lequel le champ résultant est égal à 0. Okay. Pour le potentiel, c'est différent parce que le potentiel, n'oublions pas, c'est pas des vecteurs. Hein? Il n'y a pas de flèche ici. Là. Le potentiel, c'est juste des scalaires. Okay? Fait que si on essaie de faire un raisonnement un peu similaire, vous allez voir que ça va être un peu... ça ne donnera pas grand-chose finalement parce que si on dit, OK, une particule positive, qu'est-ce que ça fait? Ça fait du potentiel positif. Okay? Fait que dans la région A, ça va faire du potentiel positif. Dans la région B aussi. Dans la région C aussi. Dans la région D aussi. Puis la particule négative, elle, qu'est-ce qu'elle fait? Ben, elle produit du potentiel négatif autour d'elle. OK. Fait que dans la région A, elle va faire du potentiel négatif. Dans la région B, du potentiel négatif. Dans la région C, du potentiel négatif. Dans la région D aussi. OK. Puis là, nous, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on cherche un endroit
où est-ce que le potentiel total va être égal à 0. Donc le potentiel total, là, ça va être égal au potentiel produit par la particule 1 plus le potentiel produit par la particule 2. On veut que ça soit égal à 0. Okay. Fait qu'en regardant nos régions ici, qu'est-ce que ça prend pour que le potentiel total soit égal à 0? Si vous additionnez ensemble deux valeurs de potentiel, ben ça vous prend une valeur positive, une valeur négative. Les quatre régions, ça va être ça. Okay? Fait qu'il n'y a pas d'affaire, c'est pas en vous traçant une espèce de petit schéma comme ça que vous allez être capable d'éliminer des régions. Ok, ça marchera pas comme ça. Mais par contre, ce qui va rester quand même vrai, c'est que les régions pour lesquelles il va y avoir des endroits où ce que le potentiel est égal à 0, ça va être quand même des régions qui vont être, encore une fois, situées plus proches de la particule qui est la moins chargée. Okay? Fait que déjà, en partant, vous pourriez dire, ce sera pas dans la région A que ça va arriver, ce sera pas dans la région B que ça va être arrivé, okay? Parce que ces deux régions-là sont plus proches de la particule qui est la plus puissante. Fait que ça n'arrivera jamais que le potentiel total va être égal à 0. Okay? La région C puis la région D, ce sont deux régions pour lesquelles là, il y a des points. Si on trace un point dans la région C ou un point dans la région D, ça, tous les points que vous allez tracer dans la région C, nécessairement, ils vont être plus proches de la particule la moins chargée. Puis pareil pour la région D. Okay? Puis comment savoir dans laquelle des deux régions est-ce que on va l'avoir notre point pour lequel le potentiel est égal à 0? Ben, l'affaire, c'est que justement, il n'y en a pas juste un point. Il y en a plusieurs, il y en a deux. Il va y avoir un point dans la région C et aussi un point dans la région D pour lequel le potentiel va être égal à 0. Donc, pourquoi il peut y avoir comme ça deux points? Ben, c'est parce que c'est pas aussi comment je peux dire? C'est pas aussi sévère, c'est pas aussi restrictif là d'avoir deux potentiels additionnés ensemble qui donnent égal à 0. Il suffit juste que une des deux valeurs soit positive puis que l'autre valeur soit négative, que les deux valeurs soient pareilles en valeur absolue. Mettons là, plus 12 volts puis moins 12 volts, ça donne 0. Okay. C'est juste ça que ça prend pour que le total donne 0. Alors que pour les champs électriques, pour que ça donne vraiment un champ électrique total égal à 0, là c'est plus compliqué, ça vous prend un point pour lequel il y a deux champs électriques qui pointent exactement dans deux directions contraires. Ça prend un champ électrique qui pointe exactement vers la droite, un champ électrique qui pointe exactement vers la gauche, et aussi il faut que les deux modules des champs soient égaux. Okay. Par exemple, ici dans la région C, là, il y a un point quelque part dans la région C pour lequel là, le module du champ électrique produit par la particule 1 est égal au module du champ électrique produit par la particule 2, mais à cause qu'on est dans la région C, les deux vecteurs vont pointer vers la droite. Fait que si vous avez deux vecteurs qui ont le même module qui pointent vers la droite, ça ne donnera pas un champ électrique total égal à 0, ça donne un champ électrique total qui pointe vers la droite. Okay. Fait que c'est pour ça que c'est plus difficile d'avoir deux vecteurs additionnés ensemble qui donnent 0 que d'avoir deux chiffres scalaires qui additionnent ensemble donnent 0. Okay. Fait que c'est pour ça que quand on cherchait la position du point P, là, où le champ électrique allait être égal à 0, il y avait un seul point sur l'axe X. Okay. Alors que quand vous allez chercher la position où le potentiel est égal à 0 sur l'axe X, en général, il va y avoir deux endroits. Okay. Un point dans chacune des deux régions qui est la plus proche de la particule qui est la moins chargée. Okay. Puis même encore plus que ça, il va y avoir des points qui sont pas juste sur l'axe X. Il va y avoir des points qui sont ailleurs. Par exemple, il pourrait avoir un point ici, okay, qui aurait un potentiel total égal à 0. Okay. Parce que dans le fond, ce point-là, ben nécessairement, il va être plus proche de la particule qui est la moins chargée que ici. Il va être à une certaine distance de la particule négative, il va être à une certaine distance plus grande de la particule positive. Donc, n'importe quel point qui est plus proche de la particule négative que de la particule positive, ça peut exister, là, ça se peut que son potentiel total soit égal à 0. Okay. Alors que pour les champs électriques, ça pouvait jamais arriver. Pourquoi? Parce que si vous avez deux particules qui sont situées le long de l'axe X, dès que vous regardez un point qui est pas sur l'axe X, mettons un point qui est ici, là, ça pourra jamais donner égal à 0 parce que cette particule-là va faire un champ électrique à ce point-là qui va être dans cette direction-là. Okay. Alors que la particule qui est ici, à ce point-là, va faire un champ électrique qui est dans cette direction-là. Même si on trouvait un point, là, puis qu'on faisait des calculs, puis qu'on trouvait un endroit où les deux vecteurs champ électrique ont exactement le même module, ben, ok, bravo, mais ils pointent pas dans la même direction. Fait que si vous avez deux vecteurs qui pointent pas dans la même direction, ça pourra jamais donner un champ électrique égal à 0.
OK? C'est pour ça que comme je disais, c'est beaucoup plus difficile, c'est comme beaucoup plus sévère, là, si vous voulez, la condition qui peut faire en sorte que deux champs électriques additionnent ensemble donnent zéro. Fait que si vous avez deux particules sur un axe X, il y a juste un seul endroit, un seul point, dans tout le plan cartésien, là, il y a juste un seul point pour lequel le champ électrique total va être égal à zéro. Alors que si vous avez deux particules sur un axe X, puis vous regardez, vous cherchez les endroits où le potentiel total va être égal à zéro, là vous allez avoir plusieurs points. Sur l'axe X, vous allez avoir deux points. Et vous allez avoir plein de points partout. Vous allez en avoir ici, ici, ici. On pourrait calculer la position de chacun de ces points-là. Et quand vous allez relier ensemble tous ces points-là, ben c'est tous des points qui vont être à un potentiel total de 0 volt. Fait qu'en reliant tous ces points-là ensemble, en fait, ça vous tracerait l'équipotentiel, la surface équipotentielle qui est à 0 volt. Okay. Il y a un exemple. Il y a un exemple qui est fait comme ça dans le livre, là. Mais juste avant, on va encore se pratiquer, faire des espèces de vox pop juste pour se demander dans laquelle des régions vont se trouver là, les points où le potentiel total va être égal à zéro. Ça, c'est tout le temps la première étape à faire. Quand vous avez une question comme ça, c'est alors de se demander, de trouver dans quelle région est-ce que vous allez avoir vos points où le potentiel est égal à zéro. C'est important de faire cette première étape-là. Parce que ensuite de ça, ce que vous allez faire, c'est que vous allez vous construire un système là avec des équations. Pour écrire votre système d'équations, il faut que vous connaissiez d'avance dans quelle région se trouvent vos points pour aller tracer des schémas, poser des variables et ainsi de suite, comme je vous montrerai dans quelques instants. Okay. Mais on va faire ces quatre petites questions-là pour commencer. Fait que vous avez deux particules, A et B, qui sont fixées sur l'axe X. Okay. On veut savoir dans quelle région, la région 1, 2, 3 ou 4, est-ce qu'il va y avoir des points là où le potentiel total va être égal à 0. Évidemment, ça va dépendre des charges que vos particules vont avoir. Donc, si je vous dis que la particule A a une charge de 2 microcoulombs, et la particule B a une charge de 3 microcoulombs, dans quelle région vont se trouver les points, là où le potentiel total va être égal à 0? Ben, il n'y en aura pas. Okay? Parce que si vous avez deux particules positives, vous n'allez jamais avoir un endroit où le potentiel va être égal à 0, parce que chaque particule, si c'est des particules positives, chacune des particules va produire autour d'elle du potentiel positif. Le potentiel total, ça va être juste la somme de ces deux-là. Fait que si vous additionnez ensemble deux valeurs positives, c'est sûr que ça va toujours donner du positif partout. Fait qu'il n'y aura aucun endroit où le potentiel va être égal à 0. Okay. Pour avoir des endroits, des points où le potentiel total est égal à 0, c'est sûr que ça vous prend deux particules qui ont des signes opposés, une positive et une négative. Sinon, ça n'arrivera jamais. Okay. Question B. Ici, je vous dis la particule A est à 2 microcoulombs. La particule B est à moins 3 microcoulombs. Dans quelle zone est-ce qu'il va y avoir des points pour lesquels le potentiel va être égal à 0? Ben là, ça va être les deux zones qui se trouvent la plus proche, là, les plus proches de la particule qui est la moins puissante. Okay? Fait qu'entre 2 microcoulombs puis moins 3 microcoulombs, la particule qui est la plus faible, c'est la particule A. Okay? Puis les deux régions qui sont plus proches de la particule A que de la particule B, c'est les régions 1 et 2. Fait qu'il va y avoir un point dans la région 1 pour lequel le potentiel est égal à 0, et un point dans la région 2, là, sur l'axe X, pour lequel le potentiel va être égal à 0. Okay. Si j'inverse les charges de mes particules, là ici on avait plus 2 et moins 3, si je vous dis maintenant que la particule A est à moins 2 microcoulombs, et que la particule 3 est à plus 3 microcoulombs, je vous demande encore de me trouver dans quelle région est-ce que le potentiel total va être égal à 0, ben ça change rien, ça va être encore les régions 1 et 2, hein, parce que ça reste encore la particule A qui est la moins chargée, qui est la moins forte, qui est la moins puissante d'entre les deux, et les points où le potentiel va être égal à 0 vont survenir encore là, quand on est plus proche de la particule qui est la moins chargée. Okay? Puis même en fait, là, ce serait exactement les mêmes valeurs. Okay? La position là, des points, là, qu'on ait plus 2 et moins 3 ou moins 2 et plus 3, ça va être exactement les mêmes points, au même point que vont survenir les endroits où le potentiel total va être égal à 0. Okay. Et le dernier, si je vous dis que la particule A est à moins 5, et que la particule B est à plus 5 microcoulombs, à quel endroit est-ce qu'il va y avoir des points là, où le potentiel va être égal à 0? Ben ici, c'est un cas un petit peu bizarre. Là. Qu'est-ce qu'on vient de dire ici en B puis en C? On vous a dit qu'il y a toujours des points dans chacune des deux régions qui sont situées la plus proche de la particule qui est la plus faible. Okay? Si deux particules sont aussi chargées l'une que l'autre, juste qu'une négative et une positive, ben là, comment vous allez faire pour être plus proche d'une particule que l'autre, vous pourrez pas. Okay? Mais ce qui va arriver, c'est que là, c'est comme une exception, il n'y aura pas deux points
sur l'axe X. Il va y avoir un seul point pour lequel le potentiel est égal à 0, et ça va être le point qui est exactement à égale distance entre les deux. Donc le point central, le point là, qui serait juste ici, là, qui serait exactement à la même distance de la particule A que de la particule B, ben ce point-là, c'est le seul point pour lequel le potentiel total va être égal à 0. Okay. Voilà, donc ça fait le tour de toutes les situations que vous pouvez rencontrer. Fait qu'on comprend là, que si vous avez premièrement, ça prend deux particules qui ont des charges opposées. Si les deux particules ont des charges différentes, c'est sûr qu'il va toujours avoir deux points dans les deux régions qui sont les plus proches de votre particule qui est la plus faible. Et dans le cas un peu exceptionnel, là, où les deux particules ont exactement la même charge en valeur absolue, mais de signe opposé quand même, là, ben, il va y avoir juste un point qui est exactement le point central. C'est là que le potentiel va être égal à 0. Okay. C'est ça. Fait que ça, comme je vous disais, c'est la première étape pour résoudre un genre de problème comme ça. C'est que premièrement, être capable d'identifier les endroits où votre potentiel total va être égal à 0. Et une fois que vous avez déterminé ça, vous faites exactement l'équivalent de ce qu'on a fait dans la section 1.5. C'est-à-dire que quand vous savez dans quelle région se trouve votre point, vous faites un petit schéma. Okay. Il y a tout le temps quelque chose qui va être inconnu. Par exemple, là, vous allez dire, je vais appeler cette distance-là la distance D. Okay. Puis, vous allez écrire là, que le potentiel produit au point ici par la particule Q1 plus le potentiel produit ici par la particule Q2. Vous voulez que la somme des deux potentiels donne égale à 0. Ça va vous donner une équation que vous allez pouvoir isoler par la suite. Okay. En général, ce qui va se produire, c'est que vous allez avoir là, deux charges, en général, sont pas égales. Vous allez avoir deux points pour lesquels le potentiel est égal à 0. Vous allez avoir comme deux systèmes d'équations différents à résoudre. Okay? Parce que si vous placez si la particule est à gauche de la particule Q1 ou à droite de la particule Q1, ce sera pas les mêmes équations. Ça va être deux équations complètement différentes. Parce que les variables, ça va être D plus X0, ce serait D puis X0 moins D. Okay? Donc, ça serait différent. Mais c'est vraiment la même technique de résolution là, que ce que vous avez fait à la section 1.5, quand vous cherchez les zones où le champ électrique total est égal à 0. Puis même encore mieux que ça, c'est même plus facile au niveau de la résolution. Parce que quand vous aviez fait la section 1.5, vous trouviez l'endroit où le champ électrique total est égal à 0. Okay? Mais l'équation du champ électrique, je vais l'écrire ici, c'est KQ sur R au carré. Donc, quand vous écrivez vos équations, vous aviez, mettons, le D au carré, puis X moins D, tout ça au carré. Donc ça générait des équations pour résoudre qui étaient une formule quadratique. Puis rappelez-vous, vous avez une formule quadratique, donc avec une formule quadratique, nécessairement, on trouvait deux solutions. Parfois, il y avait là une valeur de D négative, une valeur de D positive. Quand ça arrivait, on se disait « Ah, mais c'est facile, un D négatif, ça se peut pas, parce que sur votre schéma, D, c'est nécessairement la longueur de cette ligne-là. » Des fois, ça arrivait que vos deux valeurs de D étaient positives. Là, il fallait regarder notre intervalle. Si on savait, par exemple, que, je sais pas, la distance entre la particule 1 et la particule 2, c'est 3 mètres, bien sûr que si vous trouvez une valeur de D qui est plus grande que 3 mètres, là, vous voyez que ça n'a pas de bon sens. Vous dites, OK, ben là, ça, c'est pas bon, vous prenez l'autre valeur. Fait que, tu sais, c'est un petit peu compliqué la résolution parce que ça faisait des équations quadratiques et ça vous donnait deux solutions, puis là, il fallait réfléchir un peu pour interpréter, trouver laquelle des deux était la bonne. Okay. Mais avec les potentiels, ça n'arrivera pas parce que l'équation du potentiel, il n'y a pas de carré, hein, c'est juste KQ sur R. Fait que quand vous allez écrire vos équations comme ça, là, que la somme des deux potentiels est égale à 0, puis vous allez résoudre ça, il n'y aura pas de formule quadratique. Fait que ça va être beaucoup plus simple au niveau mathématique. Vous allez trouver comme ça tout de suite votre valeur de X. Fait qu'il va en avoir seulement une. Okay? Mais la différence, c'est que au lieu de faire une seule équation comme ça, puis trouver une seule valeur, ben vous allez faire deux équations parce qu'il va y avoir en général deux zones différentes, deux régions pour lesquelles il va y avoir un point sur l'axe X là, où votre potentiel total va être égal à 0. Okay. Mais les équations vont être plus faciles à résoudre. Fait que ça vous fait deux équations plus simples à résoudre, alors que pour le champ électrique, c'était une seule équation plus difficile à résoudre, qui donnait deux solutions, une bonne puis une pas bonne. Là, ça vous fait deux petites équations plus faciles à résoudre, qui vous donnent chacune une bonne solution. Okay. Ici, en passant, c'est une question là, où on vous demandait de trouver la position d'un point où le potentiel est égal à 0, mais c'était pas un point qui était situé sur l'axe X. Hein. Si vous regardez la situation 4, là, on vous demandait de trouver un point sur l'axe Y situé en haut de votre particule Q1 pour lequel le potentiel total est égal à 0. Okay. Fait que c'est quand même le même principe. On se disait, on posait une variable. On disait là, il y a un point ici, le point E.
Donc, je sais pas trop à quelle distance là, de la particule Q1. C'est qu'il est à une certaine distance D au-dessus de la particule Q1. Puis, ça veut dire qu'il est à une certaine distance L de la particule Q2. Cette distance L-là, ça se calcule par Pythagore. De Q1 à Q2, c'est 3 mètres. Et ça, c'est D. Fait qu'on on pouvait dire là, que la distance L, c'était tout simplement là, 3 au carré plus D au carré en racine carrée. Le x0, c'est 3. Fait que 3 au carré plus D au carré en racine carrée. Ça nous faisait quand même une équation algébrique, okay, qu'on pouvait isoler. Puis on trouvait là que la distance D, c'était 1,73 mètres. Fait que ça se fait aussi. Donc, fait que c'est ça. Il y a des points qui sont situés pas nécessairement. Il y en a sur l'axe X, il y en a deux, mais il y en a qui sont pas sur l'axe X, qu'on peut calculer aussi en utilisant le même genre de technique. Okay. Juste pour vous dire, là, dans la situation 4, là, vous aviez ces deux particules-là, puis on vous demandait dans le fond de trouver la position des deux points sur l'axe X, pour lequel le potentiel total était égal à 0. On se demandait de trouver les deux positions sur l'axe Y, pour lequel le potentiel total était égal à 0. C'est ce qu'on a trouvé ici. Vous pourrez regarder plus doucement, là, plus tranquillement la situation 4 dans votre livre, mais tous les calculs sont faits. C'est tout bien expliqué comment faire. Puis ça, dans le livre, on arrête là pour la situation 4, mais c'est juste pour vous dire que ce que vous venez de faire, dans le fond, dans la situation 4, c'est que vous avez trouvé la position de 4 points dans le système d'axe XY là, pour lequel le potentiel total est égal à 0. Okay. Mais il n'y a pas juste ces 4 points-là. Il y a plein d'autres points aussi dans le plan XY pour lequel le potentiel total est égal à 0. Fait que si on faisait des calculs, on pourrait trouver ce point-là, ce point-là, ce point-là, ce point-là, ainsi de suite. Puis si on relie tous ces points-là ensemble, ça formerait là, justement une espèce de courbe, ce qu'on appellerait la surface équipotentielle V égale à 0. C'est ça que ça veut dire une surface équipotentielle, c'est qu'on relie ensemble tous les points qui sont au même potentiel. Fait que si on calcule la position de tous les points pour lesquels le potentiel est égal à 0, qu'on les relie ensemble, on vient de tracer l'équipotentiel V est égal à 0. Okay. Là, on a fait ça pour V égale à 0. Mais tu sais, on aurait très bien pu le faire pour n'importe quelle autre valeur. On aurait pu dire, OK, on va calculer la position là, de tous les points pour lesquels, je sais pas, le V est égal à 2 volts, mettons. Okay. Puis là, on aurait trouvé la position de ce point-là, ce point-là, ce point-là, ce point-là. Puis là, on pourrait dire, OK, on va tout relier ensemble ces points-là. Puis en traçant une ligne qui relie ensemble tous ces points-là, ben là, on viendrait de tracer là, la surface équipotentielle V égale à 2 volts. Okay. Puis là, on pourrait refaire ça pour V égale à 4 volts, puis V égale à 5 volts, 6 volts, peu importe. Okay. Puis là, on pourrait tracer plusieurs équipotentiels comme ça et on tracerait tranquillement là, un graphique là, qui s'appelle un graphique un graphique des surfaces équipotentielles. Okay. Fait que c'est ça. Fait que ce qu'on vous fait faire ici, c'est ça vous montre un peu la procédure. Puis ben on comprend que si on faisait plusieurs calculs, puis si on voulait calculer la position de plusieurs points, ben on pourrait finir éventuellement là, par se tracer des surfaces équipotentielles. Donc voilà, fait que ça fait le tour des notions là, de la section 2.2. Donc c'est quand même beaucoup d'informations, mais c'est ça, ça vous montre l'idée. Puis vous avez déjà fait des trucs qui ressemblent à ça dans la section 1.5, fait que ça va vous aider à faire une espèce de révision en même temps, puis à réutiliser là, des concepts puis des techniques de résolution là, que vous avez déjà développées. Donc, mais voilà, ça va être tout pour cette section-là. Bonne journée, à la prochaine!